bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale en direct consacrée à la lutte contre le harcèlement. Marion, Lina, Maëlle, Lindsay, Lucas, Nicolas, Dina, Evaël, ils avaient tous entre 11 et 15 ans, ils avaient tous la vie devant eux. Leur point commun, avoir été harcelés au point d'en finir avec la vie. À l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école, nous souhaitions, en partenariat avec Au Féminin, consacrer une émission spéciale ici sur ce drame, ce fléau qui touche près de 1 enfant sur 10. 2 ans après le déploiement du programme phare dans les écoles, 1 an après la mise en place d'un référent harcèlement dans les établissements, où en est-on dans la lutte contre le harcèlement scolaire? Comment se construit-il? Quels sont ces mécanismes? On va en parler évidemment ensemble avec nos invités. Quel impact psychologique pour ces jeunes et leurs familles? Comment réagir lorsqu'on y est confronté, que l'on soit enfant, parent, professeur? Que fait l'État? Les pouvoirs publics sont-ils suffisamment mobilisés? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre ensemble avec nos 4 invités exceptionnels qui sont ici sur ce plateau. Emmanuel Piquet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute et spécialiste en résolution du harcèlement. Merci d'être avec nous. Merci. Linda Lourdesemi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de projet Yalla pour les droits de l'enfant, pour Asmae, Association Sœur Emmanuel. Joséphine de Rubercy, bonjour. Vous êtes chef rubrique Société et parentalité pour Au Féminin. Et Virginie Lanlot, merci d'être avec nous également, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Toutes les 4, bien entendu, évidemment, très concernées et expertes sur ce sujet. On va essayer, donc, je disais, de comprendre évidemment ce qu'est le harcèlement. Cette émission, elle va durer 1 heure. On est en direct. 3 parties, si je puis dire, pour essayer de comprendre au maximum les enjeux, les mécanismes et surtout comment s'en sortir. Le harcèlement scolaire est un sujet qui nous concerne tous. On va d'abord essayer de le définir. Oui, parce que ça peut être peut-être un sujet un peu flou ou abscon pour certains d'entre nous. Qui d'autre mieux qu'une ancienne victime de harcèlement pour décrire au mieux et à sa façon ce qu'est le harcèlement? On va écouter ensemble Annelise Debat. Elle a vécu 7 ans de cauchemar, 7 années entre coups et humiliations, jusqu'au jour où des élèves l'aspergent d'essence. L'un des harceleurs allume un briquet pendant que les autres hurlent « brûle-la, brûle-la ». Écoutez. Le harcèlement scolaire, c'est l'ensemble des violences perpétrées par une ou plusieurs personnes à l'égard d'une ou plusieurs autres personnes. Selon moi, il y a 5 caractéristiques à ne surtout pas manquer, qui sont l'effet de groupe, le fait d'isoler une personne, de la dénigrer à répétition, la répétition et bien évidemment la violence. Il y a 6 types de harcèlement scolaire. Il peut s'agir du harcèlement verbal, psychologique, physique, le racket, le harcèlement sexuel et le cyberharcèlement. Par rapport au harcèlement psychologique et verbal, il peut s'agir par exemple de toujours abaisser une personne en lui disant qu'elle sert à rien, qu'elle est nulle, de se suicider, de toujours lui couper la parole, de l'insulter. Par rapport au harcèlement physique et au harcèlement sexuel, il peut s'agir de bousculades, de croche-pattes, de coups. Il peut également s'agir d'attouchements sexuels, de rumeurs, de messages, de mots à caractère sexuel, mais également d'agressions et dans le pire des cas, des viols. Par rapport au racket, il peut s'agir de chantage, de menaces violentes afin d'obtenir d'une personne son argent, son téléphone, son goûter ou bien encore de détruire ses affaires tant scolaires que personnelles. Enfin, par rapport au cyberharcèlement, il peut s'agir de tous les messages violents, injurieux, sexistes et dégradants que l'on peut recevoir sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de communication en ligne ou bien encore sur son téléphone, tels que des messages de mort, des rumeurs ou bien encore des commentaires. J'aimerais redire qu'il n'y a aucune raison qui justifie le harcèlement, mais c'est important évidemment de comprendre aussi comment il se construit, quels sont ses mécanismes et les raisons qui amènent au harcèlement. Emmanuel Piquet, est-ce que c'est souvent pour exister ou soulager une frustration qu'on en arrive à cela ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'en fait, et c'est un impensé, je trouve, institutionnel, je pense que les harceleurs, ils ont 2 raisons de harceler. Alors d'abord, il faut dire que ce ne sont pas des psychopathes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ni des enfants de psychopathes, parce qu'on peut entendre ce genre de choses. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les harceleurs, au moment où ils harcèlent, l'émotion principale chez eux, c'est le plaisir.
Alors c'est un plaisir immoral, hein, bien entendu. Ils ont du plaisir à harceler. Oui, c'est un plaisir qui est lié en fait à la toute-puissance. Vous voyez, c'est un plaisir qui est lié à l'emprise et au fond qui est lié à la perception qu'ils ont de l'impact absolument considérable qu'ils ont sur le quotidien d'une personne et également de la meute ricanante autour, hein, ce qui ne gâche rien. Donc c'est un plaisir très fort dont on parle peu en fait. Et le problème, c'est que ce plaisir, il est alimenté par la souffrance de l'enfant harcelé. C'est parce qu'ils perçoivent que l'enfant harcelé souffre que ça les pousse à continuer en fait. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'au moment où ils harcèlent, en fait, ils se sécurisent par rapport au harcèlement qui pourrait venir les toucher eux. Ce qui est prosaïque, très cynique, mais qui est assez pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, en effet, je suis plus protégé si je harcèle. Donc c'est un individu, l'enfant harceleur, je le redis, les enfants harceleurs, ce sont nos enfants, hein. Ils ont tous les profils et on va y venir justement. On va en parler des profils des harceleurs et des harcelés, bien entendu. Tout à fait. Donc en fait, c'est quand même un adolescent ou un enfant qui n'a aucune raison d'arrêter. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, je trouve un peu étonnant qu'on passe notre temps institutionnellement à leur demander d'arrêter, avec toutes sortes de choses. En fait, alors donc, ils répondent oui, oui, hein, parce qu'ils en ont marre qu'on leur en parle sans arrêt, ils n'ont pas envie d'être sanctionnés. Mais après avoir répondu oui, oui, ils continuent. Souvent de façon très subreptice, plutôt en dehors des radars des adultes, enfin en dessous plus exactement. Et moi, c'est ça qui m'inquiète de plus en plus, là en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une omerta, notamment au collège. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a libéré la parole, moi je ne suis pas tellement d'accord. Je pense qu'au collège, elle est absolument pas libérée. Elle est libérée du côté des adultes, mais pas des collégiens qui n'en parlent pas, en fait. Ils n'en parlent pas entre eux, en fait, c'est ça ? Ils en parlent un petit peu entre eux, pas trop, mais surtout ils n'en parlent pas aux adultes. Il y a un chiffre qui est sorti il y a 2 ans qui est extrêmement intéressant, je trouve, et glaçant en même temps, qui est paru dans une thèse aux presses universitaires de France. Et ce chiffre, c'est que plus de 60% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les problématiques de harcèlement scolaire. Plus de 60%. Donc on est en plein échec collectif. C'est-à-dire que les enfants se disent, si j'en parle, on ne va pas savoir m'aider. On ne va pas savoir m'aider, on ne va pas savoir comment me répondre, et même comment entendre, en fait. Parce que la difficulté, c'est aussi de pouvoir entendre, surtout quand on est parent, mais aussi professeur, une réalité qui est très dure. Alors, en effet, je crois que, en tout cas, moi, ce que je reçois en consultation, donc nous, avec mon équipe, on reçoit à peu près 600 à 700 enfants et adolescents harcelés par an, donc on a une base quantitative et qualitative qui est sans doute la plus fournie d'Europe. En gros, ce qu'ils disent, ils disent 2 choses par rapport à leurs parents. Ils disent, je n'ai pas envie de leur faire de la peine. On est sur une génération de parents pour laquelle j'ai la plus grande désaffection, qui est très inquiète, en fait, sur les relations de ces enfants et de ces adolescents, ce que je comprends. Alors, elle est également inquiète sur les mathématiques et l'histoire géo. Hein. Ça, comme tout le monde et comme toutes les générations. Voilà, mais là, en plus, il y a ça. Donc, ils n'ont pas envie de les inquiéter, ils n'ont pas envie de leur faire de la peine. Ils pressentent de façon assez juste qu'en effet, ça va leur faire de la peine. Parce que, et ça je pense qu'il faut vraiment le dire, il n'y a rien de plus horrible pour un parent que de savoir que son enfant n'est pas aimé, qu'il est maltraité. C'est quelque chose d'absolument indicible et ça nous prend vraiment aux tripes quand ça arrive. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ont très peur de ce que les parents vont faire de cette information. Parce que les parents, n'écoutant que leur amour et leur inquiétude, vont souvent faire des choses qui sont très logiques, mais qui, parfois, maintiennent le problème et parfois même l'aggravent en fait sans qu'ils le veuillent. Ou en tout cas ferment les yeux, ce qui arrive aussi malheureusement. On va parler bien sûr du rôle des parents. Vous avez compris, il y a beaucoup de sujets autour du harcèlement et du cyberharcèlement. Virginie Orlot, j'aimerais votre réaction à ce qui vient d'être dit par Emmanuel Piquet, notamment sur l'idée intergénérationnelle. Souvent on dit, finalement, avant on appelait ça des chamailleries ou des gestes d'enfants ou de situations, voilà, ils sont pas entendus ou alors ils se chamaillent et c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Piquet dit, non mais aujourd'hui il y a ça. C'est-à-dire c'est un fléau, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, qui est vraiment là et qu'on doit prendre en compte absolument et qui est différent des autres époques. Alors non, c'est pas différent. Pour avoir vécu le harcèlement il y a maintenant plus de 40 ans, sauf qu'on n'y mettait pas ces mots-là, c'était effectivement des chamailleries, mais ce fléau, il existe depuis des décennies, des générations. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai témoigné, lorsque j'étais députée, lors des questions au gouvernement sur cette thématique-là, et que j'ai révélé mon histoire, le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes de mon jeune âge et de personnes plus âgées qui avaient subi
du harcèlement, avec effectivement, et vous l'avez très bien dit, à la même époque, on n'osait pas en parler aux parents. On ne voulait pas les déranger, d'autant plus que le harcèlement, alors on parle de harcèlement scolaire, moi j'ai envie de dire du harcèlement à l'école, mais qui ne s'arrête pas au mur de l'école, même à l'époque, ça se poursuivait dans un cercle potentiellement familial, amical, dans des associations sportives, parce que on pouvait, et ça a été mon cas, j'ai été entre guillemets poursuivie et j'étais en binôme avec cette fille de mon âge à l'époque et amie de mes parents. Et donc ça nous a poursuivis. Le seul échappatoire que l'on avait, que l'on n'a plus maintenant, c'est le fait que quand on rentrait chez soi le soir, on pouvait s'enfermer dans sa chambre. À aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un amplificateur de la problématique de harcèlement, avec une continuité. Alors soit ça démarre effectivement à l'école ou dans une association sportive ou dans un conservatoire ou les copains des parents, etc. Soit ça démarre des réseaux sociaux aussi, on en parle avec la diffusion d'images et la transformation d'images et ça c'est terrible, mais tout ce qui a été dit là et ce qui se passe aujourd'hui se passait déjà il y a des décennies. J'aimerais, Linda Lourde-Samy, que l'on parle de ce que vous relevez grâce à l'association Asmae qui intervient dans les établissements notamment, qui fait beaucoup de sensibilisation. Quand on parle des différentes formes de harcèlement, Agnès Debat l'a dit en quelques mots, elle a raconté aussi son histoire et je vous suggère bien sûr d'aller d'aller entendre ces mots qui sont parfois durs, mais très sincère et qui explique vraiment une réalité. J'imagine que vous aussi, vous avez eu des partages d'enfants, de parents, de familles absolument désœuvrés, des professeurs aussi. Quelles sont ces différentes formes de harcèlement qui sont parfois flagrants, mais qui sont aussi sournois ? Du coup, nous, on intervient directement au milieu scolaire auprès des élèves pour faire des ateliers autour du harcèlement et du cyberharcèlement. Et on explique en fait aux élèves les différentes formes d'harcèlement qu'on va synthétiser en deux types de harcèlement, le harcèlement physique et le harcèlement psychologique, mais qui peut se décliner de plusieurs manières, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant. Et c'est vrai que nous, dans nos ateliers, on a vraiment une approche qui est très participative pour les élèves qui sont présents dans la salle et ils vont beaucoup témoigner. C'est vrai que nous, on constate une ouverture, un peu une libération de la parole autour de ce sujet-là depuis quelques années parce qu'effectivement, je pense que les professeurs, les familles en parlent beaucoup en fait avec les enfants et les élèves. Et du coup, on se rend compte que même s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont acquis, va y avoir des zones d'ombre en fait sur la définition du harcèlement, quels sont les éléments constitutifs du harcèlement, quels sont les acteurs qu'on va retrouver sur une scène de harcèlement. Donc c'est des choses qui sont un peu floues et nous c'est vrai qu'on intervient pour apporter une certaine clarification. Le fameux « on ne peut plus rien dire » qu'on dit en général entre adultes et souvent d'ailleurs à l'instar des télévisions, des chaînes de télévision ou des humoristes ou autres. Est-ce que au rang des enfants, donc de l'école, est-ce qu'il y a cette question qui revient de mais c'est quoi entre le moment où je chamaille quelqu'un, où je le taquine et le moment où je le harcèle? Ah oui, totalement. C'est des questions qui reviennent assez souvent sur le fait de moi j'avais juste l'impression d'embêter mon camarade en classe, j'avais pas conscience que c'était du harcèlement. Donc nous on explique bien les critères, donc de savoir qu'il faut qu'il y ait de la violence, de la répétition, l'isolement de la victime. Et c'est vrai qu'on vient poser un petit peu les bases pour vraiment expliquer de quoi il s'agit parce que c'est vraiment en connaissant la définition du harcèlement qu'on peut mieux le détecter et mieux en parler par la suite. Un petit mot, Joséphine de Rebercy, donc pour Au Féminin. Je disais que vous aviez effectivement, vous êtes chef de rubrique Société et parentalité pour Au Féminin. Vous avez consacré beaucoup d'articles sur ce sujet, recueilli énormément de témoignages. On a parlé, Emmanuel Piquet a bien saisi en tout cas, parlé de cet aspect important qui est le silence, qui est le fait de la difficulté de parler. À cet instant, Linda Lourde-Samy nous disait que effectivement la parole se libère, mais ça reste quand même difficile de pouvoir s'épancher, de partager, et de trouver surtout les mots. Est-ce que vous l'avez vécu, vous aussi, lors de vos interviews? Ah oui, complètement. Nous, les parents sont très inquiets et bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enfant harcelé rentre chez lui le soir et dise « Ah, papa, maman, j'ai été harcelé ». Dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça et en fait, le plus gros des dangers, c'est le silence de l'enfant, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Pourquoi ? Parce que l'enfant
l'enfant a peur de la réaction des autres élèves, a peur de la réaction du corps enseignant, a peur de la réaction de sa famille. L'enfant peut avoir honte, l'enfant peut se sentir coupable aussi de faire vivre ça peut-être à sa famille, etc. Donc il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce silence. Mais ce silence, c'est un fléau parce que si l'enfant n'en parle pas, le harcèlement risque de se répéter, de se prolonger, de s'aggraver, jusqu'à mener parfois du coup à des actions très graves, comme l'actualité l'a plusieurs fois prouvé, avec des suicides d'enfants, etc. Donc ce silence, il est compliqué à gérer pour les parents, nous qui sont inquiets, mais du coup il faut savoir en tant que parent repérer les signes qui peuvent être alertants. Ces signes, il y a des signes évidents comme le fait de plus vouloir aller à l'école, de voir les notes scolaires qui chutent, de plus vouloir inviter d'amis ou se rendre, je sais pas, à des anniversaires, etc. Mais il y a des signes un peu plus subtils, donc on l'évoquait tout à l'heure, qui peuvent être par exemple des problèmes d'attention, des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil. Voilà, il y a tout un tas de petits signes un peu subtils. En tout cas, tout changement de comportement chez un enfant doit être alertant pour un parent. Ou pire encore, une attitude qui ne change pas et qui reste de marbre, justement pour protéger ses propres parents et son entourage. On dit un petit mot, si vous voulez bien, du profil des à la fois enfants harcelés, mais aussi des harceleurs. D'abord, le profil des enfants harcelés. Maëlle Piquet, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça c'est vraiment très important. Je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout de profil. En fait, et ça c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a eu un discours très massif sur le fait que les enfants qui se faisaient harceler étaient des enfants différents. On l'a beaucoup dit. Donc, alors l'éducation nationale est passionnée par les enfants roux. Je ne sais pas pourquoi. Ils considèrent que la rousseur est un problème. Quand l'enfant est en plus gros, là ça devient extrêmement catastrophique de leur point de vue. Donc, on a cette idée qu'en effet, si on est gros, roux, mal habillé, je ne sais pas, enfin bref, on va avoir des soucis. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'enfants gros et roux qui ne se font pas harceler. Et par ailleurs, moi je ressens en consultation des enfants qui n'ont pas spécialement d'aspérité singulière en fait à laquelle s'accrocher pour harceler et qui sont dans des situations absolument dramatiques. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ça parce que imaginons un enfant gros et roux qui est bien dans sa peau, imaginons un truc dingue et il rentre dans la voiture le matin et il entend à la radio un psy nous expliquer que les enfants gros et roux vont se faire harceler. À votre avis, dans quel état il va arriver dans la cour de l'école? Il va arriver dans un état d'infinie vulnérabilité. Et je pense, moi, que c'est ça, en fait, le seul profil type du harcelé, sont des enfants qui, à un moment donné, sont vulnérables. Vulnérables, pour nous, ça veut dire fragiles et repérables. Et repérables notamment par les enfants, les préadolescents, les adolescents, qui ont un radar absolument dingue pour détecter qui est vulnérable à un moment donné, et souvent ils présument assez juste. Et au fond, ce qu'on constate, nous, moi je travaille beaucoup avec les réseaux d'obésité pédiatrique là-dessus, sur le harcèlement grossophobe par exemple, ce qu'on constate c'est que les enfants gros qui se font harceler sur ce sujet-là, c'est pas parce qu'ils sont gros, c'est parce que le fait d'être gros est un problème pour eux. Alors vous en venez à un point très important, pardon de vous couper, mais je relance, c'est l'idée de la société. Est-ce qu'on fabrique finalement des personnes, des enfants en l'occurrence, qui seraient dans un état de vulnérabilité possible parce qu'on transmet, indépendamment de notre volonté, bien entendu, cet aspect de vulnérabilité possible? En l'occurrence, sur la grossophobie, je ne vais pas vous apprendre que c'est quand même quelque chose de relativement global. Donc, en effet, il y a de toute façon une vulnérabilité qui peut être créée par cette espèce de grossophobie systémique. Moi, ce que je crois surtout, c'est que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut être vulnérable dans sa vie. N'importe quel enfant et n'importe quel adulte. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est un fléau qui est aussi bien distribué, si je puis m'exprimer ainsi, que la violence conjugale. C'est-à-dire que, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des parents, quel que soit l'endroit dans lequel on vit, quel que soit, ça peut arriver parce que, au fond, c'est une interaction dysfonctionnelle, le harcèlement, entre, en tout cas au niveau scolaire, un enfant et un groupe d'enfants qui est de plus en plus en position haute, en position d'emprise, comme je le disais, en position de toute puissance, et de l'autre côté, un enfant qui est de plus en plus en position de vulnérabilité, qui a besoin de se recroqueviller parce qu'il est vraiment très mal. Donc, par ailleurs, il n'y a pas non plus de profil type de harceleur. Un petit mot, Virginie Lanlot, une réaction aussi à cela, avec une petite question en plus pour vous, qui est aussi le fait que même s'il n'y a pas de profil type, comme il vient d'être dit, est-ce que des situations familiales rendent quand même, malgré tout, l'enfant plus vulnérable à ce type de situation? Quand on est dans une situation familiale
qui peut être compliqué et qui fragilise le côté psychologique de l'enfant. Évidemment, ça le rend vulnérable. Et moi, j'ai envie de rajouter un autre côté de vulnérabilité. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de profil type. Et on ne s'en rend pas forcément compte, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est que les adultes qui accompagnent les enfants peuvent rendre les enfants vulnérables. Quand je dis cela, on se dit, mais de quoi elle parle ? On est à l'école, on reçoit des notes d'un contrôle et on a le professeur qui va vous donner la copie en disant c'est toujours aussi nul ce que tu fais. Ça se fait encore, ça, aujourd'hui ? Alors, je crains que malheureusement ça se fasse encore. J'espère que ça se fera de moins en moins et qu'il y aura une véritable prise de conscience, et d'où la nécessité d'alerter et de former et de ne pas se voiler la face et d'accepter que ça existe et de vraiment en prendre conscience. Moi, ça fait partie aussi des choses qui ont fait sans doute que j'ai été harcelée derrière, pour avoir été mise en vulnérabilité par un enseignant, et qui m'a laissé se renfermer, ne plus oser lever la main, rendu timide, ne plus oser être dans un groupe parce que peur d'être jugée, parce que dite nulle. Donc tout ça aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective des adultes qui accompagnent les enfants et qui entourent les enfants. Et je pense que malheureusement, dans notre beau pays qu'est la France, on a souvent plutôt cette tendance-là à être dans cette dynamique-là que d'accompagner et de valoriser l'enfant. On vient de parler des enfants harcelés. Profil des enfants harceleurs. Alors, ce qui ressort des études, en fait, de façon assez documentée, c'est que ce sont plutôt des enfants qui vont bien, comme je le disais tout à l'heure, qui sont plutôt leaders, qui sont plutôt clashants, qui ont plutôt confiance en eux, en fait, d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est très intéressant à constater, c'est que quand les enfants harcelés les décrivent, ils les décrivent avec force de détail, puisque moi, vraiment, ce que je demande à mes équipes et aux étudiants que je forme, c'est d'aller en plongée sous-marine avec les enfants harcelés pour exactement comprendre ce qui se passe dans le détail de leur réalité. Je leur demande de connaître la couleur des chaussettes du harceleur, enfin, voilà. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que ce sont des enfants qui, souvent, gèrent très, très bien leur environnement à 360 degrés. C'est-à-dire qu'ils gèrent très bien leurs parents, les harceleurs. Ils gèrent plutôt très bien les enseignants. Souvent, les enseignants tombent des nues. Et puis, ils gèrent très bien leurs amis. Ce sont des enfants qui sont des adolescents qui peuvent être très sympas avec leurs amis. Et puis pour asseoir leur pouvoir, pour être sur ce piédestal de popularité, ils choisissent un bouc émissaire, en fait, d'une certaine manière. Vous avez exercé une emprise sur l'un d'entre eux. Bon, en tout cas, ça leur fait plaisir et ça les rassure, comme on le disait tout à l'heure. À ce titre, je vous propose d'écouter un extrait du podcast qui s'appelle J'ai harcelé, un podcast réalisé par Estelle Njanjo et Paolo Guzzo, une production Lacmé. Écoutez Romain. Romain a 33 ans et il est un ancien élève harceleur. Delphine Pi, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. La culpabilité, elle amène au désir de réparation pour compenser notre action et ses conséquences. Et cette compensation, elle va nous aider à soulager la détresse qui a été créée par cette culpabilité et par nos actions. Ça va nous pousser dans l'idée de vouloir réparer le préjudice qu'on a fait subir à l'autre. Et d'ailleurs, cette réparation, elle peut être dirigée vers la victime elle-même, mais pas que. Elle peut être aussi dirigée vers d'autres personnes. C'est Delphine Pi qui en parle et qui aussi intervient dans ce fameux podcast J'ai harcelé, qui décrit les mécanismes de la culpabilité. Et on y reviendra tout à l'heure en troisième partie d'émission. C'est très important de parler de la culpabilité, mais je voulais vous faire écouter Romain. Romain, donc on l'écoutera bien plus tard, et c'est le profil d'un harceleur, mais c'est plus le sujet maintenant. J'aimerais qu'on parle des témoins, parce que les témoins, c'est aussi alors vous ici, qui êtes là, vous avez peut-être été témoin, sans le savoir, effectivement, d'une personne qui a pu être harcelée. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact aussi de notre présence au quotidien avec nos amis, nos familles, tout notre entourage. Et c'est aussi ça dont j'aimerais juste qu'on dise un petit mot. La nouvelle campagne du ministère de l'Éducation, Ton problème, c'est mon problème. Est-ce que c'est une façon de pouvoir aussi alerter sur le rôle des témoins? Et j'aimerais bien votre avis, Joséphine Durebercy, sur cette question. Oui, en fait,
le but, c'est de faire comprendre que ce ne sont pas concernés uniquement les harcelés et les harceleurs, mais toutes les personnes autour dans la galaxie de l'enfant, des enfants, sont concernées. Donc les corps enseignants peuvent être témoins, les autres élèves peuvent être témoins, les familles peuvent être témoins. Et en fait, ces témoins, on a tous en fait un rôle à jouer de faire attention, quand on est entre enfants, d'aller voir l'adulte référent, parce que voilà, un témoin peut désamorcer une situation, et c'est important de sensibiliser les enfants à ça aussi. On doit intervenir même si la situation ne nous concerne pas. Mais Virginie Lanlot, on n'est pas préparé à ça, préparé à intervenir, préparé à déceler, à détecter, ni même les enseignants. Je parle bien sûr des parents, des enfants, mais ni même les enseignants. Comment on fait pour tout d'un coup se dire, au-delà de le problème de concentration que vous avez cité, de l'enfant qui tout d'un coup ne mange plus ou mange trop, tout d'un coup qui n'arrive plus à travailler ou qui hurle en permanence. Bon, ça c'est un peu effectivement en marge finalement. Comment on arrive à être témoin clé et avoir un rôle? Je pense que quand j'écoute et au fur et à mesure de mes démarches, même le témoin peut avoir peur d'intervenir pour une raison, c'est qu'il ne voudrait pas être à la place aussi du harcelé. Il faut aussi se le mettre en tête, c'est qu'il peut être témoin actif ou passif en fonction de la configuration. Si effectivement on est dans un groupe et qu'il y a un leader qui va harceler une tête de Turc, c'est je suis témoin parce que je fais partie du groupe. Si je défends, est-ce que je ne vais pas moi-même devenir harcelé ou à l'inverse, je vais aussi devenir peut-être harceleur. Donc la place de témoin, il ne faut pas juger non plus du fait que le témoin n'intervienne pas. Je pense que c'est un accompagnement collectif et une prise de conscience collective qui font qu'on commence dès le plus jeune âge, notamment dans la gestion des émotions, dans le fait de faire part de ses émotions. Et comme vous le disiez, il y a un fort besoin et les enseignants, les encadrants ne sont pas suffisamment formés encore à aujourd'hui. Alors il y a une réelle démarche, une réelle volonté. C'est pas que les enseignants qu'il faut former, c'est l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'enfant sur les temps péri extrascolaires, tous les collectifs qui accueillent des enfants. Il ne faut pas que ça s'arrête au mur de l'école. Et il y a une vraie prise de conscience du rôle de l'adulte et de la nécessité pour l'adulte de savoir écouter et de ne pas mettre ça sous le tapis et de se dire c'est pas grave, c'est une chamaillerie. Mais là, je pense qu'on est dans cette démarche-là, mais il y a encore énormément de travail à faire de ce côté-là. On a évidemment évoqué les réseaux sociaux qui sont une vraie problématique aussi du harcèlement et du cyberharcèlement. Les réseaux sociaux sont partout et tout le temps. On a l'impression qu'ils sont en dehors de l'école, mais ils ne sont pas du tout en dehors de l'école. Ils sont aussi quelque part à l'école, même si on est censé avoir posé son téléphone, même si on est censé ne pas l'avoir. Le harcèlement continue sur les réseaux, tous les réseaux qu'on connaît, on pourrait tous les citer. Il continue évidemment à la maison le week-end. J'aimerais juste qu'on dise un tout petit mot, parce que de toute façon, ça va être tout le fil conducteur, malheureusement, de ce sujet qui est le harcèlement à l'école. Un petit mot sur ces parents qui sont démunis, s'il vous plaît, Linda Lourdesamy, ces parents qui sont démunis face justement aux réseaux sociaux et à l'emprise de ces enfants et de l'impact sur eux. Oui, effectivement, du coup, on fait également des ateliers à destination des parents et on sent qu'il y a une grande majorité des parents qui sont dépassés par les réseaux sociaux, notamment... Ils ont l'impression que de laisser leur enfant avec leur téléphone dans leur chambre, en fait, c'est tout à fait safe et qu'il n'y a aucun souci. Mais en fait, on leur explique, en fait, via nos ateliers de sensibilisation, qu'il y a des dangers sur Internet, que de laisser votre enfant tout seul dans sa chambre avec un téléphone, il peut parler avec plein d'inconnus. Et donc, en fait, on explique... le fait, même les jeux vidéo en ligne, en fait, c'est des moments où les enfants peuvent parler avec plein de personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, on essaye de sensibiliser sur tout ce qui est protection des données personnelles, faire en sorte que le compte ne soit pas public, ne pas avoir des abonnés qu'on ne connaît pas, ne pas transmettre des informations personnelles sur son domicile. Donc, on essaye vraiment de montrer que, effectivement, tous les jeunes, de toute façon, et tous les enfants, malheureusement, sont sur les réseaux sociaux. Et ça, on ne pourra rien y faire. Mais par contre, d'avoir une pratique un peu plus prudente et de faire vraiment attention sur les réseaux sociaux parce que c'est un espace public, même si on n'a pas l'impression que c'en est un. On vient de définir en gros le harcèlement, ses mécanismes. Malgré tout, des mythes, entre guillemets, perdurent. Ces mythes, j'aimerais qu'on les écoute par le biais d'Elian Potier, qui nous en a parlé à la fois sur notre plateau, mais ici sur Insta.
Mythe numéro 1, le harcèlement, ça forge le caractère. Eh bien faux, le harcèlement détruit l'estime de soi et peut avoir des conséquences sur le long terme ainsi que sur la santé mentale. Mythe numéro 2, c'est juste une plaisanterie. Eh bien faux, les plaisanteries répétées, surtout si elles blessent, peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes. Mythe numéro 3, si tu te fais harceler, c'est que tu l'as cherché. Eh bien absolument faux, personne ne mérite d'être harcelé et rien ne justifie le harcèlement. La réalité, c'est que le harcèlement scolaire est un problème sérieux. Ne minimisons pas les choses et si vous êtes victime ou témoin d'une situation de harcèlement, alors appelez le 3018. Une réaction, Linda, à ces fameux mythes sur le harcèlement ? Du coup, ça montre bien que les réseaux sociaux permettent aussi de lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais... À la fois d'entretenir et à la fois de lutter. Oui. Ça entretient le mythe. C'est ça. Ça permet justement de sensibiliser. Tous les jeunes ont accès à ces réseaux sociaux, à ces contenus qui sont plutôt courts, percutants. Donc c'est une bonne chose parce que ça permet de s'informer sur les sujets, mais c'est en même temps un biais pour... Alors évidemment, comment réagir face au harcèlement, c'est aussi la seconde partie de cette émission, de comprendre ce qui a été mis en place, ce qu'on peut faire, tout ce que font les associations, ateliers et autres personnes qui interviennent comme les thérapeutes sur ces problématiques de harcèlement à l'école comme en dehors de l'école. J'aimerais qu'on parle déjà des mesures de prévention qui ont été mises en place dans le système scolaire. Le 30-18 déjà, est-ce que ça fonctionne, 30-18, Joséphine de Rebercy ? Eh bien, le 30-18, ça fonctionne. Depuis un an, le nombre d'appels a presque triplé. Donc, ça fonctionne parce que donc c'est un numéro de téléphone, mais c'est aussi une application, parce qu'on s'entend, hein, les enfants vont pas forcément avoir le réflexe d'appeler, mais c'est aussi donc une application. C'est un chat en ligne, donc qui est plus accessible pour les enfants. Qui est anonyme ou pas ? Alors, je crois qu'on peut être anonyme, effectivement. On peut aussi, via ce chat, envoyer des photos, etc., pour prouver parfois des cas de harcèlement. Alors, ça fonctionne, donc le numéro est donc utilisé, mais le 3018 n'a pas forcément tous les moyens nécessaires pour répondre à cette demande. Il manque de bras, il manque de gens qui répondent au téléphone, donc des juristes, des psychologues. Donc, toute l'équipe qu'ils ont aujourd'hui n'est pas suffisamment conséquente pour répondre à tous ces appels, malheureusement. Pas suffisamment conséquente. Et puis, une chose tout simplement assez simple, c'est qu'il faut avoir un téléphone pour pouvoir appeler le 3018. On se fait harceler aujourd'hui à l'âge de 7 ans, 6 ans, 8 ans. Emmanuel Piquet, comment on réagit tout d'un coup quand on se fait harceler ? Est-ce qu'on se dit oh, j'appelle le 3018 ? Non. Enfin, j'imagine que ce n'est pas la première réaction qu'on a. Non, c'est pas la première réaction qu'on a. Oui, donc moi je suis parfaitement d'accord pour dire que le 3018 n'a pas assez de moyens. Donc là, je sais qu'ils viennent de voter, je crois, des moyens supplémentaires là avant-hier. J'ai vu ça, donc c'est très bien parce que Justine Atlan fait vraiment un travail tout à fait incroyable, notamment, je trouve, sur le cyberharcèlement, parce que l'avantage du cyberharcèlement, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que on peut avoir des preuves, en fait. On peut collecter des preuves, oui. En effet, via des captures d'écran, les envoyer comme ils sont tiers de confiance pour, en effet, un certain nombre de plateformes. Ils peuvent vraiment bloquer des choses qui pourraient devenir virales. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, c'est ce qu'expliquait effectivement sur School TV le directeur du 3018 pour rebondir, que s'il y avait détection et donc déclaration, effectivement, d'un harcèlement quelconque sur les réseaux, que ce soit TikTok, Insta ou autre, effectivement, il pouvait bloquer le contenu. Encore faut-il qu'il y ait déclaration et détection. Absolument. Simplement, je voudrais quand même dire quelque chose qui me semble hyper important, pardon, mais c'est que, donc, nous, d'abord, on ne reçoit jamais d'enfants, depuis maintenant 15 ans, hein, donc, et même pas dans les dernières années, on n'a jamais reçu d'enfants ou d'adolescents qui soient uniquement harcelés sur les réseaux. Ça n'existe pas. C'est, comme vous le disiez, une caisse de résonance. Donc ça, c'est quand même important de le dire, parce que c'est, au fond, un changement de degré, c'est-à-dire que ça devient, en effet, très générateur de souffrance quand, le soir, dans son lit, on n'est pas en sécurité affective. Ça, je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas considérer que c'est un changement de nature, c'est un changement de degré. Par ailleurs, dans les enfants et les adolescents que nous recevons, on a à peu près 5% d'enfants qui se font harceler également en ligne. On n'est pas du tout... On n'est pas du tout sur cette espèce de dramatisation. Alors, je pense qu'on confond deux choses. Et vous le disiez très bien, en fait, je pense qu'on confond violence en ligne et harcèlement en ligne. Alors moi, je veux qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Oui. C'est-à-dire que le harcèlement en ligne, scolaire, hein, c'est un harcèlement qui se passe sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc, en fait, c'est la classe.
c'est la classe numérique. Ça se passe par SMS, c'est pas des choses qu'on imagine avec tout à coup des hordes de gens qui se jettent sur nos enfants pour continuer à les harceler sur les réseaux. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je pense qu'il faut raison garder. Et par ailleurs, je pense que quand en effet, comme c'est un continuum, une caisse de résonance, quand on arrive à travailler au début in real world, quoi, sur le harcèlement qui se passe, dans la vraie vie, eh bien, le harcèlement en ligne s'arrête de facto, quoi, puisque c'est juste une manifestation supplémentaire. Je n'atténue pas la souffrance que ça génère en plus. Bien sûr, on l'a compris, évidemment. Un petit mot sur le programme phare qui a été mis en place dans les écoles. Virginie Henlot, les micros sont directement vers vous. Alors, ancienne députée à l'Assemblée nationale, évidemment, vous êtes concernée comme tout le monde, mais forcément, votre parole a d'autant plus d'impact. Est-ce que ça marche, déjà, premièrement? Est-ce que le référent harcèlement, puisque maintenant c'est le cas, est dans toutes les écoles? Est-ce qu'il a été formé pour ça, il ou elle? Alors, tous les moyens, désormais le programme phare est développé dans l'ensemble des établissements scolaires, de primaire jusqu'au lycée, avec aussi des référents par académie qui ont été déployés pour accompagner les équipes dans des situations qui peuvent être compliquées, et de plus en plus, évidemment, des référents propres dans chaque circonscription ou dans chaque établissement qui sont là pour être aussi formateurs de leurs propres équipes. C'est pas encore parfait, il y a encore du travail à faire parce que les formations sont longues, parce qu'il faut trouver du temps, mais ce temps, il faut essayer de trouver les temps de formation et faire en sorte que les formations soient priorisées dans l'ensemble des académies, parce que c'est la formation qu'il ne faut pas rater et qu'il faut absolument suivre. Et moi, je suis assez aussi pour que ce programme phare, et je milite pour, depuis qu'il a été lancé, ne s'arrête pas également, et je le répète, au mur de l'école, mais qui soit déployé avec aussi les équipes des collectivités, des animateurs, des accueils de loisirs, parce que tout ça, c'est un continuum, et il faut pouvoir agir de concert, pouvoir échanger entre professionnels qui s'occupent des enfants, parce que c'est avant tout des enfants. Ils sont élèves, certes, à un moment donné, mais ça reste des enfants et des jeunes, et il faut que ce programme puisse se déployer au-delà des murs de l'école, avec sans doute des adaptations et des formations en continu et pas en one-shot. Virginie Henlot, quelle est la responsabilité de l'école et des enseignants face au harcèlement? Quelle est leur marge de manœuvre? Comment ils peuvent agir, en fait? Parce que c'est très compliqué. On l'imagine pour un enseignant d'avoir ce rôle à la fois préventif, de soutien, en même temps déclaratif, si je puis dire, sur une situation donnée. Et puis que faire après? Enfin, que dire? À qui en parler? Voilà. Le référent devient quelque part témoin d'une situation, et il se doit d'entendre et de porter la parole de l'enfant. Auprès de qui? Alors, auprès de sa, on va dire, hiérarchie, ou en tous les cas d'accompagner aussi les parents, et de voir comment on informe les parents, et de mettre en place une bulle de protection autour de cet enfant, et de faire en sorte, quand le harceleur ou les harceleurs sont identifiés, de la même manière de les prendre en compte et d'interagir avec les parents. Alors, en fonction du degré auquel on en est, soit on arrive effectivement, et c'est le cas, normalement le programme phare est fait pour ça, quand on en est au début d'une situation, c'est de pouvoir l'apaiser, d'être médiateur, et d'essayer d'accompagner, et d'être surtout tout le temps vigilant, et avoir le regard vigilant, pas que l'oreille, mais aussi le regard vigilant. Ça, je l'ai beaucoup entendu ce matin, le regard vigilant, l'oreille vigilante. Et puis quand ça commence à prendre de l'ampleur, et avec des situations qui sont au bord du drame, ça a été le lancement l'année dernière, le fait que le harceleur ne doit plus rester dans l'établissement, mais il faut faire attention à ça. C'est aussi déplacer peut-être le problème, donc d'où la nécessité de prendre en compte, certes, évidemment, en premier lieu les harcelés, mais aussi les harceleurs. Et si ça change d'établissement, il va falloir les accompagner dans notre établissement. Et ici, on a aussi un regard vigilant et bienveillant sur l'école, sur les enseignants et sur tout le monde éducatif. Et ça fait beaucoup sur les épaules des enseignants. On le sait, on l'a vu, ils sont venus sur notre plateau pour en parler plusieurs fois. Comment on fait, Emmanuel Piquet, aujourd'hui, pour être enseignant, être formateur, être dans cette vie éducative, peu importe d'ailleurs le rôle, et porter ce poids, cette responsabilité de la détection de tout ce qui touche au harcèlement? Donc moi, j'ai la chance de former pas mal d'enseignants et d'en superviser la pratique sur ces sujets-là, du harcèlement. Enfin, pas que des enseignants, d'ailleurs, des équipes éducatives. Et moi, je trouve que
un point absolument essentiel, c'est au fond quand ils sont face à un doute, c'est-à-dire quand dans leur cours tout à coup ils voient que un enfant a du mal à être intégré dans les groupes de travail, ou quand ils voient un enfant seul à un moment donné dans la cour, qui se disent je suis l'élément d'un puzzle en fait. Ça veut dire que si moi j'ai un doute, alors il faut y aller. En fait, il y a pas à tergiverser. Oui, il faut y aller quand on a été formé. Alors, il faut y aller déjà. Et il faut être formé, en effet, ça on y reviendra, mais et il faut y aller surtout de façon extrêmement confidentielle. Il ne faut pas que les autres enfants voient un adulte avec l'enfant harcelé, parce que tout de suite, ils imaginent des choses et ça peut, au fond, entretenir vraiment le problème. Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'ils soient formés. Moi, ce que je crois, c'est que la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, c'est une matière extrêmement complexe et que je ne crois pas qu'il faille former tout le monde. Parce que c'est une matière qu'on n'a pas forcément envie de travailler. C'est dur de travailler sur le... Je sais de quoi je parle. C'est dur de travailler sur le harcèlement tous les jours. Donc ça veut dire faire appel à des personnes extérieures qui ont l'expertise pour cela, c'est ça? Non, je pense qu'il faut former 2 référents par établissement, ça suffit amplement. Ouais. Mais des référents qui soient formés sérieusement. Il n'y a pas des référents qui sont formés 2 demi-journées par semaine, vaguement dans des amphis de 500 personnes, puisqu'on a décidé de former tout le monde. Donc ça, moi, je n'y crois pas. Par ailleurs, vous l'avez compris, moi, je suis très sceptique sur le dispositif phare tel qu'il est en ce moment, parce que je pense que on est en permanence en train de parler, encore une fois, à des enfants qui n'ont pas envie que ça s'arrête, c'est-à-dire les enfants harceleurs. La méthode de la préoccupation partagée consiste, comme son nom l'indique, à créer de la préoccupation, donc de l'empathie chez les enfants harceleurs. Je crois que c'est assez vain. Et que d'ailleurs les chiffres le prouvent, ça ne fonctionne pas très bien. Et moi, ce que je regrette, en fait, vraiment fondamentalement, c'est que cette matière-là, qui est une matière, je trouve, à la fois complexe et qui relève, pour ce que j'en pense, d'un enjeu de santé publique, je trouve que ça n'est absolument pas étayé par des sciences humaines dans les méthodologies qui sont mises en place. Il n'y a pas d'étayage en matière de sciences humaines, c'est étayé par rien. Et pire que ça, c'est pas évalué. Alors, un petit mot, s'il vous plaît, Linda Lourde-Samy, justement. Je rappelle que vous êtes responsable de projet Yalla pour les droits de l'enfant pour l'association Asmae, association Sœur Emmanuel. J'aimerais un petit mot, justement, sur cette mise en place des fameux cours d'empathie et de bienveillance auxquels on vient de faire allusion. Est-ce que réellement, ça a un impact, en tout cas, dans ce que vous disent les enfants que vous rencontrez, ou est-ce que, finalement, les ateliers que vous faites n'ont absolument rien à voir avec ces fameux cours d'empathie et de bienveillance? Effectivement, l'empathie, c'est forcément un élément qu'on va aborder durant nos ateliers en essayant de se mettre à la place de votre camarade qui subit des violences. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais à l'instar d'Emmanuel Piquet, pardon, je rebondis, mais c'est une conversation aussi, c'est à se dire, c'est vrai que parler d'empathie à un enfant qui, naturellement, n'est pas un enfant harceleur, est-ce que, ça sert à grand-chose? Enfin, la question, c'est vrai qu'il faut se focaliser sur les enfants qui sont capables d'être harceleurs. Donc, est-ce que ces cours d'empathie, finalement, ont une visée assez intéressante pour la globalité des enfants? Oui, moi, je pense personnellement que c'est important et que c'est utile de donner des cours d'empathie à tous les enfants, même ceux qui sont déjà sensibilisés. Virginie Henlot. Les cours d'empathie, c'est pas... Alors, certes, ça a été instauré dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à gérer leurs émotions, à comprendre les émotions de l'autre, pas forcément avec la visée toi, tu vas être harceleur, toi, tu vas être harcelé, donc on va cibler l'intervention sur ces enfants-là. Je pense que c'est apprendre aussi à vivre en collectivité, c'est apprendre à respecter l'autre, et ça, il faut le faire dès le plus jeune âge. Donc c'est au-delà pour moi de la lutte contre le harcèlement, c'est savoir gérer quand on a un enfant qui sort de crèche ou qui sort d'être avec sa maman pendant 3 ans, qui arrive dans un collectif avec des enfants tous aussi différents les uns que les autres, et c'est la richesse de la collectivité, avec des émotions qui sortent pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas le même vécu. Il faut savoir le gérer et apprendre aux enfants et du même âge à gérer les émotions de ses petits camarades, et ça, il faut l'accompagner tout au long de la scolarité. Et je pense aussi qu'il faut donner cette force aux enfants de savoir parler. Je suis très certaine que d'instaurer des cours de théâtre, l'art oratoire, de permettre à l'enfant d'oser dire les choses, de montrer ses émotions avec un respect qu'il y a autour, peut aussi permettre à terme de lutter contre le harcèlement et la solitude, et de se refermer sur soi-même. Un petit mot, s'il vous plaît,
Linda Lourde-Samy, pardon, encore une fois sur un baromètre que vous venez de sortir sur la confiance des enfants dans leur avenir, un baromètre fait par Odoxa pour Asmae. J'aimerais juste quelques mots parce qu'en fait le temps passe très vite avec vous, tellement c'est passionnant de pouvoir discuter non seulement de ce sujet extrêmement préoccupant, mais en plus d'avoir ces conversations voilà, sur la lutte contre le harcèlement. Un petit mot, je vois que la confiance, effectivement, on se rend compte que 80% des enfants répondent vouloir s'engager pour des causes importantes comme en numéro 1 la protection des animaux, et ça on s'en félicite évidemment, mais en numéro 2 pour la prévention du harcèlement. Donc c'est vraiment un sujet qui les touche. Oui, c'est un sujet qui les touche et parmi les enfants et les jeunes qui ont été interrogés dans le cadre de cette enquête, il y a 22% qui se sont dit avoir été victimes de harcèlement au cours de leur vie. Et parmi eux, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact entre le harcèlement et la vision que ces jeunes ont sur la vie et la confiance qu'ils peuvent avoir auprès des adultes. Donc en général, cette enquête fait ressortir le fait que les enfants qui ont été harcelés se sentent 3 fois moins en sécurité dans l'école, sont 2 fois plus méfiants vis-à-vis de l'avenir et vont avoir tendance à faire beaucoup moins confiance aux adultes autour d'eux, aux figures d'autorité. Donc on voit vraiment que le harcèlement a un impact sur du long terme et que ça va suivre en fait l'élève sur tout son parcours scolaire et au-delà. Alors, on a entendu tout à l'heure Delphine Pie, qui était donc psychologue, qui parlait de l'importance de reconnaître sa propre culpabilité lorsqu'on a été harceleur. J'aimerais bien, et on devait l'écouter, mais on va l'écouter maintenant, entendre ensemble Romain, qui donc aujourd'hui a une trentaine d'années, qui est tout juste papa, et qui raconte en fait comment il est devenu harceleur. J'ai aucune conscience de la gravité du truc. Franchement, je vois juste ça comme une opportunité d'être cool. Il y a un sadisme qui vient, je le questionne pas. Je ressentais un truc de violence et un peu d'accomplissement quand je le faisais. C'est pour ça que on pourrait parler un peu de sadisme. C'est comme si en voyant le truc, ça nous nourrissait, puis on avait encore envie de recommencer. Je me sentais pas bien en le faisant, ni bien après, juste un peu plus comme quand, je sais pas, on mange plein de trucs d'un coup, quoi, plus dans ce truc, d'un truc de pulsion, quoi. Et par contre, le moment où les gens rigolent, je me sens validé, je me sens bien. Ça m'apporte un truc vraiment positif de reconnaissance sociale, d'être validé par le groupe. Et là, je me sens, moi, quelqu'un de bien. L'effet de meute, c'est exactement le profil que vous décriviez, hein, Emmanuel Piquet. On ne va pas revenir effectivement sur ce mécanisme-là et vraiment ce profil, mais juste une dernière petite question, parce qu'on l'a très vite évoqué, donc un peu éludé. Qu'est-ce qu'on fait de ces harceleurs? Aujourd'hui, on dit, le harceleur, finalement, on n'en veut plus, on l'envoie dans un autre collège. Mais quid du collège qui récupère? J'aimerais votre intervention là-dessus. Parce que bon, moi, si j'étais directeur de collège, je ne serais pas forcément ravie. En effet. Mais en plus de ça, nous, ce qu'on constate de façon très claire, c'est que lorsque un enfant harceleur ou un adolescent harceleur est expulsé, enfin exclu d'un établissement dans un autre établissement, le harcèlement continue, comme s'il avait été délégué à d'autres, avec en plus le motif qu'il l'a fait exclure le leader. Oui, donc limite, il est fier de lui, quoi. Ah bah c'est-à-dire que non, on lui fait payer le fait que le leader a été exclu. En fait, oui, pardon, on parlait de harceler, excusez-moi. Mais le harceleur lui-même ressent quelque part. Alors lui, le harceleur, nouvelle arrivée quelque part. Mais enfin, ouais. Je trouve que en effet, le chef d'établissement suivant doit pas être très satisfait. Donc moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée, en fait. Et voilà. Donc, mais ceci dit, changer le harcelé d'établissement était parfaitement injuste aussi. Donc je pense que vraiment, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est plutôt de travailler avec les enfants harcelés qui, eux, ont envie que ça s'arrête. Contrairement aux harceleurs. C'est quand même d'une grande logique. Eux, ils ont envie que ça s'arrête parce qu'eux, ils n'en peuvent plus, en fait. Et donc, je pense qu'avoir une communauté adulte qui est capable de s'accroupir à côté d'eux, de bien comprendre ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure, et ensuite de les aider à faire changer l'inconfort de côté, là, à mon avis, on peut vraiment enrayer le cercle vicieux du harcèlement. Mais là, en effet, il faut des compétences, il faut être formé, et c'est pas du tout le cas pour l'instant.
Juste un point sur la différence entre sanctionner ou être dans la médiation, peut-être Joséphine de Rebercy, sur cette question-là. Vous avez encore une fois interviewé beaucoup d'experts à ce sujet, eu pas mal de témoignages. C'est vrai qu'on se pose cette question, est-ce qu'il faut parler alors, à cet enfant harceleur et aux parents d'ailleurs qui ne sont pas forcément à l'écoute, ou est-ce que, clairement, il faut être dans quelque chose de très radical? Une chose est sûre, c'est que le changer d'école, ça va absolument pas résoudre la solution. C'est-à-dire que là, on est dans une dimension punitive, mais un enfant, ce qui se fait punir, c'est pas pour ça qu'il va arrêter derrière de faire la bêtise. Tout l'enjeu, c'est de lui faire comprendre ses actes, et c'est tout là l'intérêt par exemple, des cours d'empathie, etc. Mais lui faire comprendre ses actes, et c'est là l'importance aussi des discussions qu'il peut y avoir. Je sais qu'aux États-Unis, dans certains États, c'est pas du tout automatique de renvoyer l'élève de l'établissement, mais on l'intègre subtilement dans des réunions qui ne sont pas officiellement tournées autour du harcèlement scolaire. Jusqu'à avant-hier. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, donc là, je ne peux pas parler pour l'avenir, mais jusqu'à présent, en tout cas. Le but était, donc, avec des gens formés et puis des psychologues, etc., d'arriver à une discussion et de désamorcer la chose, parce que l'enfant doit se rendre compte, et on va en parler justement de ce sentiment de culpabilité. Si l'enfant continue à harceler, c'est parce qu'il ne ressent pas le fait que c'est pas bien, la culpabilité d'avoir fait du mal à l'autre, et ça, c'est tout l'enjeu. Les campagnes de sensibilisation, ça fait toujours un peu sourire, parce qu'on se dit, mais finalement, à quoi ça sert? Ça va, on a encore de bassiner avec une affiche, avec un numéro, avec une phrase qui fait bien, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que l'une d'entre vous va intervenir là-dessus? Est-ce que finalement, ça marque les esprits? Ou finalement, c'est ton problème, c'est mon problème, Moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer, en effet, dans la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, l'aspect prévention et l'aspect résolution. Je crois vraiment que c'est pas assez distingué, en fait. Donc, l'aspect préventif, moi, je suis infiniment d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est très bien de parler d'empathie, d'émotion, etc., dès le plus jeune âge, à mon avis. Mais ça, c'est le volet préventif. Et quand on constate que la prévention n'a pas fonctionné, parce que malheureusement, visiblement, il y a un certain nombre de cas où ça ne fonctionne pas, alors il faut arrêter de faire de la prévention à ce moment-là. Il faut résoudre le problème. Et donc, oui, la sensibilisation, c'est extrêmement important, mais là, les études sont également assez claires. Les politiques de prévention, dont la sensibilisation fait partie, font diminuer l'effet de harcèlement d'environ 20 à 30%. Donc, c'est déjà bien et il ne faut absolument pas arrêter. Quant à la sanction, c'est documenté aussi de façon absolument claire. La sanction, comme vous le dites, n'a aucun effet sur le harcèlement. Mais on continue à faire ça parce que c'est le plus simple, en fait, d'une certaine manière. Et puis parce qu'il faut faire quelque chose. Oui, parce qu'il faut faire quelque chose, mais il y a d'autres choses, à mon avis, plus On productives rappelle, à s'il faire. vous plaît, peut-être Virginie Anlot, les droits des enfants face au harcèlement scolaire, et surtout les recours juridiques pour les victimes des familles, enfin ce que risque en gros le harceleur. En fonction du degré de harcèlement et de ce qui peut se passer, il y a j'ai envie de dire des degrés, mais quand on voit les drames que nous avons eus, notamment avec des suicides d'enfants, de jeunes, là on est sur du pénal, et surtout quand il y a identification. Malheureusement, je trouve que c'est toujours beaucoup trop long, les procédures. C'est toujours la recherche de mise en cause, les responsabilités de chacun en fonction de ce qui s'est passé à l'école, en dehors de l'école, le lien, l'institution qui peuvent être mis en difficulté. Et on l'a vu notamment avec le lancement de l'association Faire Face, avec la maman de Nicolas qui est pleinement engagée, qui avait reçu cette lettre du rectorat la menaçant d'être poursuivie si elle-même poursuivait l'institution, et c'est malheureusement le fait enclencheur quelques mois après du suicide de Nicolas. Donc les sanctions, elles peuvent être importantes pour le harceleur, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisamment connues non plus. Que, effectivement, alors là où je suis assez d'accord avec vous, de sortir l'enfant systématiquement n'est pas la bonne chose, et ce n'est pas ce qui est fait systématiquement d'ailleurs. C'est plutôt dans des situations qui arrivent à un summum où on a
potentiellement tout essayé avant et qu'on n'y arrive plus, et avec des menaces graves potentiellement en direction des enfants ou des jeunes harcelés, parce que ça peut être aussi un groupe qui est harcelé par d'autres personnes dans l'école. Donc c'est vraiment le dernier recours, le fait d'exclure un enfant de l'établissement scolaire. C'est pas une systématisation, heureusement d'ailleurs. Sur les sanctions, c'est bien jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et c'est bien de le rappeler quand même, et 150 000 € d'amende, c'est bien ça. Le cyberharcèlement aussi, on en a parlé bien sûr tout au long de cette émission. J'aimerais qu'on redise un mot sur le plan effectivement légal, si je puis dire, de la législation, de ce qu'on peut en faire. Comment protéger les enfants du harcèlement? Est-ce que, je sais que de nombreux députés, dont vous faites partie, ont souhaité davantage de régulation numérique. Qu'est-ce que dit la loi désormais? Est-ce qu'on peut contraindre les GAFA aujourd'hui? C'est quand même la grande question. Alors c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. C'est vrai que ça a été dit au travers de Justine Atlan, au travers du 30-18, qui arrive à contraindre de supprimer les contenus violents. Et je pense que les contraindre est une chose. Je pense plutôt qu'il faut aussi les embarquer dans l'histoire. On l'a vu ce matin à la Sorbonne, où il y avait cette matinée en présence de la ministre, et avec la diffusion du spot qui a été financé notamment par Meta au travers de YouTube, le spot officiel pour la journée d'aujourd'hui. Et je pense que il faut, au-delà de craindre, il faut aussi les impliquer dans la manière dont on va pouvoir réguler ces réseaux sociaux. Il y avait aussi la question, et avait été votée une partie l'année dernière à l'Assemblée nationale, sur l'identité numérique, le fait de pouvoir identifier très rapidement les personnes qui sont derrière les diffusions. Mais ça, c'est faisable, enfin, parce que ça paraît complètement utopique. Alors, j'ai envie de dire que techniquement, ça devrait être faisable. Malheureusement, on doit aussi avoir une intervention au niveau de l'Europe pour que ça puisse couvrir l'ensemble de l'Union européenne. Donc il y a un croisement des législations et des lois à mettre en place. L'idée, c'est oui au pseudonymat, mais non à l'anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut garder un pseudonyme, mais derrière avoir une identité numérique qui est très rapidement repérable et qui permet justement d'intervenir très rapidement auprès des personnes qui harcèlent. L'interdiction des téléphones portables avant 11 ans, accès aux réseaux sociaux accompagnés avant 13 ans et finalement la liberté après 15 ans des réseaux sociaux. Un petit mot, Emmanuel Piquet, s'il vous plaît. Entendu de quoi? Bon. Oui, je pense que de toute façon, c'est bien d'être à côté de ses enfants face au réseau, pour les raisons qu'on voyait tout à l'heure. Je pense qu'en effet, le plus protecteur, c'est pas d'interdire, c'est pas de contrôler à fond. Le plus protecteur, c'est de pouvoir en parler avec eux et de leur dire, moi, je te fais confiance. Si jamais tu vois des choses qui te troublent, qui te font du mal, je te fais confiance pour m'en parler, en revanche. C'est pour moi l'attitude la plus protectrice. Alors, effectivement, pour en parler, peut-être un petit mot, si vous voulez bien, encore, Linda Lourde-Samy, mais en parler, le problème, c'est que les enfants sont, malgré eux, très souvent confrontés à des images, et il n'en faut qu'une seule pour être traumatisés. Oui, totalement. Et en plus, on se rend compte que les élèves, dès le plus jeune âge, sont déjà sur les réseaux sociaux, malgré toutes ces dispositions légales qui existent. Donc, le plus important, c'est de les sensibiliser et de leur dire, en fait, d'en parler dès qu'ils sont confrontés à une image ou à des commentaires haineux, d'en parler autour d'eux, d'en parler avec les parents, aux enseignants, et ça pourra permettre de mettre fin à certaines situations. Joséphine de Rubercy, un petit mot aussi sur peut-être l'intervention de l'intelligence artificielle aussi dans la protection, la sensibilisation. Toutes ces plateformes numériques, ce côté numérique est extrêmement positif, ces tablettes éducatives et qui permettent justement aussi de voir autre chose du numérique qui est très positif à la fois pour l'équilibre, pour l'apprentissage et aussi pour le divertissement. Un petit mot de ce que vous avez reçu. Eh bien, effectivement, tout n'est pas mauvais là-dedans. Il y a donc effectivement des plateformes en ligne. Il y a aussi des applications qui sont créées pour ça et qui sont adaptées aux enfants. Donc qui ont souvent du mal à exprimer avec des mots. Donc il y a des images. Je pense à l'application Colibri, par exemple, qui a été lancée par l'association de Nora Fraisse, Marion à la main tendue. Les boîtes aux lettres aussi, les papillons. Il y a les boîtes aux lettres. Effectivement, si on sort du numérique, il y a aussi des dispositifs
dispositifs comme les boîtes aux lettres, papillons, donc qui permettent aux enfants qui ont du mal à s'exprimer verbalement, qui peuvent faire des dessins ou qui peuvent écrire des mots et les mettre dans cette boîte aux lettres. Les bancs? Il y a les bancs de l'amitié, exactement. Donc c'est des bancs colorés qu'on installe dans les cours de récréation et qui permet aux enfants qui se sentent seuls, isolés, qui se sentent tristes, qui se sentent qui ressentent un mal-être de s'asseoir sur ce banc, et ça va alerter d'autres enfants peut-être, mais aussi surtout le corps enseignant, les personnes de l'établissement scolaire qui vont se dire ah là il y a peut-être un problème, et du coup donner lieu à une éventuelle discussion, ouvrir le dialogue. Voilà. Un petit dernier mot pour conclure, parce que cette émission est maintenant terminée. Mel Piquet, je vous donne la parole. Dernier petit mot, on va dire, j'allais dire un message d'espoir. C'est terrible de parler comme ça, mais on a quelque chose d'extrêmement positif qui fait qu'on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'on avance quand même, malgré tout. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, et souvent quand même, on peut se le dire, de la part de la société civile. Oui, moi je pense que d'abord c'est vraiment très bien qu'il y ait des journées comme celle-ci, évidemment, qu'il y ait des émissions comme celle-ci, merci beaucoup, parce que ça permet de frotter aussi les esprits les uns contre les autres, et c'est de là que jaillissent les plus belles étincelles. Moi je trouve qu'il y a des solutions, je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui commencent à être étayées scientifiquement, et je pense que, en effet, les enfants harcelés méritent mieux que nos simples émotions. Merci. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues ici sur ce plateau pour parler de la lutte contre le harcèlement scolaire, le harcèlement à l'école, mais aussi le cyberharcèlement. Merci à Au Féminin pour ce partenariat. Merci à toute l'équipe de School TV et de You Know Why. Merci à vous quatre, à la fois à vous, Joséphine de Rebercy, également vous, Emmanuel Piquet, vous, Linda Lourde-Samy et Virginie Lanlot. Merci à toutes les quatre d'être venues sur ce plateau. On rend l'antenne sur